Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre de 100 ans. Ce n'est pas un conflit, mais une multitude qui se superpose et se chevauche. Des conflits variés par la forme, chevauchés, batailles rangées, sièges, mais aussi par leur nature, affrontements franco-anglais, guerre civile, révolte. Partons ensemble sur les traces des affrontements de la guerre de 100 ans. Crécy, Poitiers, Azincourt marquent les chronologies, mais les batailles rangées sont rares, 10 fois plus que les sièges. Il est risqué en effet d'engager une armée entière sur une unique journée. Même si la victoire est généralement peu coûteuse, à Crécy les Anglais ont 10 fois moins de tués qu'au siège d'Harfleur. Elle n'est pas garantie pourtant. Le côté hasardeux fait également que la bataille est un jugement divin, dont le vainqueur tire une ultime gloire. Après Azincourt, Henri V fait facilement voter de nouveaux impôts pour financer la guerre. Enfin, si les avantages tirés d'une victoire durent peu, refuser la bataille comme le fait Du Guesclin dans les années 1370 laisse le pays ouvert aux chevauchés, tout en misant sur une guerre de siège. Charles VII devra donc également, pour l'emporter, accepter les batailles imposées par l'interception des raids. La prise de place forte est le quotidien militaire de la guerre de 100 ans, avec plus de 400 sièges importants recensés. C'est que le siège, contrairement à la bataille, laisse un gain permanent, ville forte ou simplement point de contrôle. Opiniâtre, ingrate, l'activité coûte moins de pertes au combat qu'à cause des conditions d'hygiène précaires du camp. En 1415, sous Harfleur, juste avant Azincourt, la dysenterie tue 2000 soldats anglais. Henri V en meurt lui-même après le siège de Meaux en 1421. Mener une guerre de commando, petites troupes, coups de main, ruses et surprises, évite cependant les longs sièges risqués. C'est grâce à cette option que Du Guesclin reconquiert en quelques années la quasi-totalité du territoire français. L'autre avantage du siège est de minimiser l'avantage meurtrier des grands arcs anglais. Si les Français favorisent la guerre de siège, les Anglais préfèrent la chevaucher, raid visant à ravager et piller un vaste territoire. Grâce à la prise de Calais en 1347 par leur père Édouard III, ses fils Édouard de Woodstock, le prince noir et Jean de Gand, mais aussi les généraux John Fastolf et Robert Knoll se font une spécialité de ces razzias épouvantables, mais non déshonorantes. Aux multiples avantages, menées par des effectifs réduits, elles sont faciles à financer et à lever. Elles remplissent en outre les coffres à hauteur des pertes infligées au trésor de l'ennemi, ruinant ainsi son potentiel militaire. En démontrant par ailleurs l'incapacité du roi de France à protéger ses sujets, la chevauchée érode sa crédibilité, point important dans un conflit de légitimité. Pour autant, la chevauchée ne laisse aucun avantage territorial, et son intérêt décline après 1370. La France, exsangue, n'a plus rien à donner. La rivalité navale entre Français et Anglais naît vraiment au XIVe siècle pendant la guerre de 100 ans. Et ce sont les premiers, forts de l'assistance génoise, qui dominent, attaquant la flotte marchande et ravageant les ports de la Manche, tandis que les Anglais ripostent contre les bases de Dieppe et Boulogne. L'intense activité déployée entraîne le recrutement d'alliés, castillans côté français et portugais côté anglais, qui accentue la dimension européenne du conflit. Comme à terre, les grandes batailles navales sont peu concluantes. À l'Écluse, en 1340, la marine française connaît sa plus terrible défaite, ce qui n'empêche pas les raids de reprendre les mois suivants. Troubles et querelles politiques sur les marches du royaume sont un bon moyen pour les deux camps de se déstabiliser mutuellement, ce qui étend le conflit à tout l'Occident. Anglais et Français prennent ainsi parti dans la guerre civile de Castille. 1366-1369, la révolte de Gand 1379-1382, et même dans le grand schisme religieux 1378-1417, qui oppose les papes de Rome, soutenus par Londres, à ceux d'Avignon, appuyés par Paris. Si les Anglais s'engagent dans la guerre de succession de Bretagne et s'allient en 1420 à 1435 au duc de Bourgogne, les Français excitent la révolte du prince gallois Owen Gluid 1400-1415 et exploite à fond l'eau d'alliance signée dès 1165 avec l'Écosse. La guerre de succession de Bretagne s'ouvre en 1341 lorsque le duc Jean III meurt sans enfant. Son demi-frère Jean de Montfort, soutenu par Édouard III, s'oppose alors à sa nièce, Jeanne de Pétanvière, mariée à Charles de Blois, lui-même appuyé par son oncle le roi Philippe VI.
Le parti Montfort l'emporte en 1364 à Auray, où Charles de Blois est tué. Jean IV, le nouveau duc de Bretagne, un temps allié aux Anglais, contre les menées conquérantes de Charles V, finit par chercher l'équilibre et préserve sa principauté. L'instabilité politique causée par la folie de Charles VI dégénère lorsqu'en 1407, le duc de Bourgogne, Jean sans peur, fait assassiner le frère du roi et duc d'Orléans, Louis Ier, pour récupérer à son profit la gestion du royaume. Bernard VII, comte d'Armagnac, prend alors la tête du parti de Louis et la guerre civile éclate. Bientôt les Bourguignons se rapprochent des Anglais. Alliance scellée lorsque Charles d'Orléans, fils de Louis Ier, fait à son tour assassiner Jean sans peur en 1419 sur le pont de Montereau. Le conflit perdure jusqu'en 1435, ravageant l'île de France. Lutte tout aussi sanglante en Angleterre où les partisans du roi Richard II, déposé en 1399, s'opposent à Henri IV. Ravage des chevauchés, impôts, rapacité, crise de prestige d'une noblesse discréditée par ses échecs militaires, mais vente des produits agricoles. Tous ces éléments attisent les tensions sociales et suscitent en 1358 une vaste révolte dans les campagnes du nord de la France, la jacquerie, Jacques Bonhomme étant le surnom du paysan. Le phénomène n'est pas uniquement français, comme le montre outre-Manche la révolte de White Tyler en 1381. Ce dernier a servi en France, expérience utile pour prendre les demeures seigneuriales, cible principale des insurgés. Ces mouvements sont cependant rapidement écrasés, en France comme en Angleterre, par les troupes de la noblesse et du roi. Faute d'armée nationale, les belligérants font largement appel aux grandes compagnies et autres roturiers, bandes de mercenaires spécialistes de la petite guerre selon l'expression de l'époque. Désœuvrés ou licenciés, ces mercenaires pillent pour leur compte et se montrent à l'occasion assez forts pour battre une armée royale, comme à Brignais en 1362, où l'armée de Jacques Ier de Bourbon, comte de la Marche, se fait surprendre par une sortie des Tarvénus, mercenaires assiégés de Brignais, au sud de Lyon. Jacques Ier meurt peu après. Faute d'éradiquer le fléau qu'ils ont suscité eux-mêmes, rois et princes tentent de limiter la casse. Charles V charge ainsi en 1366 du Guesclin d'exporter les grandes compagnies en Castille. En 1410, Bernard VII d'Armagnac recrute dans le Midi des mercenaires désœuvrés, les écorcheurs, qui dévastent bientôt toute l'île de France bourguignonne. Comme on l'a vu, de 1337 à 1453, la rivalité entre les royaumes de France et d'Angleterre, vieille de plus de 2 siècles, se manifeste par une série de guerres entrecoupées de longues trêves. Sur ce conflit majeur se greffent des conflits secondaires qui impliquent les alliés des 2 souverains, l'Aragon, la Castille, le Portugal, l'Écosse, les princes des Pays-Bas et d'Allemagne rhénane. Les papes et dans la succession des guerres civiles, les grands féodaux français et anglais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Thank you.